Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de cette ultime édition du journal de ce mercredi. À la une, en présence du roi Mohammed VI, du président français Emmanuel Macron et du prince héritier d'Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le Louvre Abu Dhabi a été inauguré aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle. Cette ouverture intervient 10 ans après le lancement du projet. Et puis à Tanger, c'est parti pour la 10e édition des Med Days, placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI. L'événement rassemble plus de 3000 participants. Le nouveau pouvoir économique de l'Afrique est au cœur des discussions. On entame cette édition avec ce nouveau musée universel en présence du roi Mohammed VI, du président français Emmanuel Macron et du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le Louvre à Abu Dhabi a été inauguré aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle. Cette inauguration intervient 10 ans après le lancement du projet. C'est un commentaire de Salma Saïdi. La cérémonie d'ouverture du Louvre d'Abu Dhabi. Le roi Mohammed VI y a pris part aux côtés du président français Emmanuel Macron, son épouse et le prince émirati Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le Louvre a été voulu par ses promoteurs Paris à Abu Dhabi comme le premier musée universel dans le monde arabe et un symbole d'ouverture et de tolérance. Conçu par l'architecte français Jean Nouvel, le musée permet aux visiteurs de comprendre les influences partagées entre les différentes cultures depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Il offre une muséographie inédite mettant en lumière les thèmes universels et les influences communes entre les civilisations. Le site comprend 55 bâtiments blancs inspirés par les médinas arabes et les constructions basses traditionnelles. La construction du musée, un contrat estimé initialement à près de 600 millions d'euros, a été financé par Abu Dhabi. Les musées français prêteront pendant 10 ans à partir de la date d'ouverture, sur la base du volontariat, les œuvres dont la durée de prêt n'excédera pas 2 ans. Selon le président de l'autorité de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, qui d'ailleurs voit dans ce musée le symbole d'une nation tolérante, quelques 5000 visiteurs sont attendus dans les premiers jours. Et on quitte Abu Dhabi pour Tanger, au nord du Maroc. C'est parti pour la 10e édition des Med Days, placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI. L'événement rassemble plus de 3000 participants et 150 intervenants de haut niveau, anciens chefs d'État et de gouvernement, ministres, décideurs politiques, dirigeants d'entreprises et universitaires. L'invité d'honneur de cette édition est le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Il est arrivé hier à Tanger. C'est un reportage de Mohamed Amin Boumzebra et Dani Sahara. Cette année encore, la capitale du Détroit accueille le Forum international des Med Days, un événement d'envergure qui voit la participation de plus de 3500 personnes et 150 intervenants. Le Forum Med Days est un forum installé dans l'agenda international de conférences. C'était devenu un rendez-vous africain incontournable, mais aussi un rendez-vous international incontournable. À quelques jours du sommet Afrique-Union européenne, nous avons décidé d'organiser une série de workshops pour essayer de proposer au sommet un certain nombre de recommandations applicables. Nos recommandations. Pendant 4 jours, experts, hautes personnalités politiques et représentants de la société civile se retrouvent pour échanger autour d'une thématique. Cette année, le forum se penchera sur l'étude de la défiance et des défis qui secouent notre monde. L'occasion donc de poursuivre une réflexion commune sur les grands enjeux du continent africain. C'est un continent qui a beaucoup apporté au monde, compte tenu de ses énormes potentialités. Et il est normal qu'on repense le partenariat que nous avons eu jusqu'à présent et qu'on essaye d'en faire un partenariat gagnant-gagnant, et un partenariat d'adultes et un partenariat intelligent. Parmi les participants, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine et invité d'honneur du forum. Outre les questions de développement durable, de coopération économique et de sécurité, les panels porteront également sur d'autres sujets importants, comme l'adhésion du Maroc à la CEDEAO ou à l'Union africaine. Le dialogue euro-africain fera aussi l'objet de discussions. La tension entre Riyad et Téhéran est toujours vive et pour cause. Le durcissement du blocus imposé par l'Arabie Saoudite au Yémen. Les rebelles chiites Houthis soutenus par l'Iran ont menacé hier de riposter par des tirs de missiles contre les aéroports et les ports saoudiens et émiratis. Ces menaces font suite à une déclaration du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman qui a accusé l'Iran d'agression directe contre son pays. C'était après un tir de missile balistique par les rebelles Houthis sur Riyad. Téhéran
Téhéran a rejeté l'accusation et les rebelles houthis ont affirmé n'avoir reçu aucun missile iranien. En Asie maintenant, la Chine, étape cruciale dans la tournée asiatique du président américain Donald Trump. Son homologue chinois Xi Jinping l'a accueilli avec un faste à la cité interdite de Pékin, ancienne résidence des empereurs de Chine. Le dossier coréen et les relations commerciales devraient dominer les discussions lors de cette visite officielle qui s'achèvera vendredi. Trump compte demander au président chinois de rompre les liens financiers de la Chine avec la Corée du Nord. Tout dialogue avec Pyongyang exige une réduction de la menace militaire, la fin des provocations et un processus de dénucléarisation selon la Maison-Blanche. Retour en Afrique centrale, une même question tourmente les Gabonais. Les législatives se tiendront tel à temps. En tout cas, le scrutin repoussé en avril 2018 semble ne pas encore remplir toutes les conditions en rapport avec les actes du dialogue politique de mai dernier à Libreville. Les précisions avec Ismaël Obianganzi. 6 mois après la tenue de son dialogue politique, le Gabon travaille toujours à la mise en place des réformes institutionnelles et constitutionnelles censées tourner la page des contentieux post-électoraux à l'image de celui né de la présidentielle de 2016. Ce travail, soumis désormais au Parlement, a de facto favorisé le report des législatives en avril 2018, alors que le temps presse et que les résolutions des actes du dialogue ne sont définitivement pas actées. L'idée de repousser l'échéance à venir fait déjà débat au sein de l'élite intellectuelle. S'il faut reporter des élections au motif que les actes du dialogue ne sont pas encore actés, nous risquerions d'aller dans une autre crise. En tout cas, si c'est l'argument mobilisé. Le dialogue a été lui-même, jusqu'à présent, fortement contesté par rapport aux attentes de la crise post-électorale. Un nouveau report des législatives. Le débat est certes gênant pour cet autre universitaire spécialiste du droit parlementaire, mais il a le mérite d'être froidement posé, selon lui. C'est quand même un peu difficile que la Cour constitutionnelle se retrouve à proroger encore de quelques mois le mandat pour une troisième fois. Mais il faut toujours se dire qu'il y a toujours des possibilités lorsque justement le gouvernement n'arrive pas à organiser les choses correctement. La Cour constitutionnelle peut toujours être saisie pour trouver notamment une solution, notamment en évoquant le cas de force majeure. Les législatives à venir sont conditionnées par l'adoption au Parlement des mesures issues du dialogue d'Angonje qui prévoit l'organisation du scrutin majoritaire uninominal à 2 tours pour les présidentielles et les élections parlementaires, la réduction à 5 ans du mandat des sénateurs. Il appartient désormais à la Cour constitutionnelle du pays de trancher. Culture dans ce journal. Le week-end dernier s'est tenu le tout premier festival international du rire à Kigali, la capitale du Rwanda. Le spectacle s'est clôturé samedi, un événement réussi, ambiance avec Sohabuka. Blagues, rires et applaudissements à Kigali. La capitale rwandaise accueille le premier festival international de comédie qui offre une scène diversifiée avec des artistes venus du Congo, de la Guinée, des États-Unis ou encore du Japon. L'événement dure 3 jours et les spectacles se donnent en anglais, en kinyarwanda, en swahili et en français. Les spectateurs ont eu l'honneur de voir l'acteur et comédien ougandais Daniel Omara, reconnu dans son pays et apprécié à Kigali. Il exprime son sentiment concernant le public rwandais. Les Rwandais ont besoin de rire. Ils aiment rire, mais ils sont très timides. Ils rient rarement à gorge déployée, ils sont plutôt réservés. Donc là, voir des gens prêts à se lâcher, rire et s'exprimer, c'est une très bonne chose, pas seulement pour les comédiens, mais pour le public aussi. C'est un pas en avant. La scène du rire est encore à développer au Rwanda, selon les organisateurs. Bien qu'il y ait quelques spectacles locaux, c'est la première fois que le pays connaît un festival de comédie d'une telle envergure. Un événement particulièrement apprécié par un public conquis. Ces gars-là ont des blagues qui peuvent vous tuer. Mes lèvres sont sûrement fissurées. Je suis content de la soirée comédie parce que rire est très bon pour le cœur. Fort de son succès, les organisateurs pensent d'ores et déjà à la prochaine édition du festival, en y ajoutant notamment des ateliers et des programmes de mentorat pour les comédiens amateurs souhaitant se lancer. Le Festival international de comédie pourrait bien devenir le rendez-vous annuel du rire au pays des 1000 collines.
Économie à présent, et c'est au Nigeria. L'investissement privé, le développement des ressources pétrolières du pays aiderait à résoudre une série de défis en industrie. C'est ce qu'a affirmé le ministre nigérian du pétrole. Le pays compte apaiser les tensions et développer sa principale région de production pour venir à bout de la récession économique. Les développements avec Awa Diop. La situation sécuritaire de la région du delta du Niger reste jusqu'ici un défi pour le Nigeria. Pour le ministre en charge de la question, l'urgence est de développer le pétrole pour tenir les promesses vis-à-vis du delta. Nous devons entamer le développement, mais aussi voir s'il existe des moyens potentiels, sans accepter la responsabilité des joueurs dans ce domaine, pour pouvoir remettre de l'argent sur la table. La quasi-totalité des réseaux de gaz et de pétrole du Nigeria étant dans la région du delta, il est ainsi plus que nécessaire de trouver un consensus entre les parties prenantes pour la santé de l'économie nigérienne. J'espère qu'il n'y aura pas de tiraillement, c'est mutuellement destructeur, ça n'aide personne. Donc, je suis sûr, comme ils l'ont fait la fois dernière, quand il y aura un plan d'action concret, ils vont le valider. Dans cette optique, plusieurs plans de développement sont mis sur pied. Mais pour promouvoir les initiatives de développement de la région, la transparence est de mise. L'action de développement ne devrait pas souffrir parce que nous traitons un problème de transparence. Le bloc pétrolier 245 a été attribué et il y a des plans de développement et ces plans devraient aller de l'avant. Les attaques dans la région productrice de pétrole ont fait chuter la production du pétrole du Nigeria à près d'1 million. Le Nigeria a appelé à des négociations préliminaires pour renouveler les licences pétrolières détenues par Shell, Total et autres. L'Organisation de l'exportation de pétrole a accordé au pays une exemption d'un accord global pour réduire la production afin de l'aider à se rétablir. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, la chronique Sans détour signée Pierre Boussal, puis le dossier du jour avec Hanan Farou. Elle reçoit Anwar Alaoui Ismaili, directeur du marketing, de la communication et de la coopération de l'ANAPEC. Il parlera ce soir des résultats de l'étude de veille prospective sur le marché de l'emploi à l'horizon 2018. Très bonne suite de programme sur Média TV.